Il nous faut repenser notre rapport avec l'environnement et nous faire redécouvrir la complexité du vivant avant qu'il ne soit trop tard. C'est la conviction des deux invités du Grand Angle. Bonjour Damien Deville. Bonsoir. Bonsoir et bonjour Pierre Spillois. Bonjour. Bienvenue à vous deux sur TV5 Monde. Damien Deville, vous êtes géographe et anthropologue. Pierre Spillois, vous êtes juriste en droit international et anthropologue. Alors vous publiez Toutes les couleurs de la Terre, ces liens qui peuvent sauver le monde. C'est aux éditions Tana. Qu'est-ce qui vous a réuni qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre à quatre mains? Qui veut commencer? Pierre Spillois. On s'est rendu compte, en fait, dans nos travaux respectifs, que finalement, on est une espèce humaine qui a vraiment séparé, en fait, les choses entre, d'un côté, les humains et de l'autre côté, les non-humains. On s'inscrit vraiment dans cette direction-là, c'est-à-dire, finalement, pourquoi est-ce qu'on s'est extrait à ce point-là, finalement, du vivant. Entre culture et nature, comme entre culture et nature, voilà. Ouais. Donc on s'est retrouvés là-dessus avec Damien, et dans nos travaux respectifs, on essaye, en fait, finalement, de proposer des pistes concrètes pour notre société contemporaine pour finalement surpasser cette dualité qui nous semble en fait mortifère, qui nous semble mener dans le mur. Damien Deville, on peut dire que Toutes les couleurs de la Terre, c'est aussi une sorte de manifeste politique. C'est un livre militant pour repenser l'écologie. Oui, tout à fait. Je pense qu'avec Pierre, on aime bien s'affirmer méditant et militant, comme on dit, c'est-à-dire cultiver une pensée, mais essayer que cette pensée défriche des voies d'action en société. Et effectivement, ce qu'on propose dans ce livre, c'est comment on peut vivre avec la différence, qu'elle soit humaine ou non humaine, et comment de cette différence on peut en faire aussi un projet de société. On pense que justement cultiver la relation avec l'autre, c'est l'une des seules voies qui permet d'emmener dans un seul et même horizon cause sociale et cause environnementale. Alors on parle beaucoup dans ce livre, vous parlez beaucoup dans ce livre de l'écologie relationnelle. Comment est-ce qu'on pourrait définir de manière assez simple, compréhensible, ce que c'est l'écologie relationnelle? C'est partir finalement de l'idée de relation. On a, comme je disais à l'instant, on n'a plus l'habitude en fait de se reconnecter aux autres vivants, mais également en fait on n'a plus l'habitude de se connecter aux autres humains qui nous entourent. On passe régulièrement dans nos espaces sans en fait regarder autour de nous, sans prendre conscience des sons, des interactions. Et donc l'écologie relationnelle, c'est ça, c'est en fait replacer la relation dans nos chemins de vie. Dans nos chemins de vie respectifs et en faire finalement un horizon. Vous auriez la même définition, plus ou moins? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a observé dans nos travaux avec Pierre en anthropologie, en géographie, dans le droit, c'est qu'en fait, ce qui émancipe les gens, c'est de rentrer en relation avec l'autre. Alors cette relation, elle peut être parfois violente, elle peut être parfois difficile, mais en tout cas, quand on réussit à dépasser ces difficultés, ça ouvre des mondes incroyables, de création, d'innovation, de poésie également. Car c'est peut-être ça aussi l'écologie relationnelle en société, c'est aussi un projet pour remettre un peu de poésie dans nos vies, quoi, de l'enchantement dans nos vies. Alors là, vous allez à la fin du livre, puisque vous parlez de poésie, mais on va au début du livre, comment dirais-je, vous attaquez, vous critiquez le capitalisme dérégulé, même si vous lui reconnaissez quand même quelques bénéfices à ce capitalisme qui domine le monde. Vous dites, par exemple, en matière de santé ou en matière de communication, mais pour vous, le capitalisme, c'est aussi la loi du profit individuel qui, justement, a progressivement dissocié nature et culture. C'est ça le constat de départ de votre livre? Tout à fait. Alors, au-delà même du capitalisme, je pense qu'il y a plusieurs vecteurs, finalement, de ce qu'on appelle l'uniformisation. Parce qu'on se retrouve effectivement dans un monde gris, tout gris. Et nous, ce qu'on a envie d'amener, c'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage, c'est justement de remettre des couleurs finalement dans ce monde. Et le capitalisme, effectivement, nous empêche nous mettre en lien. Le capitalisme, en fait, nous amène à considérer, par exemple, le vivant comme une ressource. Et nous, on souhaite en fait aller au-delà, à apporter en fait d'autres dynamiques relationnelles avec le vivant. À qui s'adresse ce livre, en fait? Alors justement, c'est peut-être, on a essayé d'avoir une plume assez grand public, une plume sensible également, pour qu'il puisse s'adresser à tout le monde, et on l'espère par-delà les mondes occidentaux également. On a accordé de la place à des auteurs africains, à des auteurs d'Amérique du Sud, car ils ont une sagesse à apporter au monde, ils ont une diversité à apporter au monde, et c'est souvent des gens qui ont su vivre en relation avec leur milieu, qui ont su protéger des liens forts. Moi, j'aime bien dire ça, alors ça a tendance à se perdre, mais en Afrique, la maison de famille, ça s'appelle... la maison de retraite, excusez-moi, ça s'appelle la famille, quelque part. Et ça, c'est, je trouve, une valeur très forte, une valeur de laquelle on peut apprendre. J'allais vous poser, vous venez de partiellement y répondre, comment vous l'avez nourri, ce livre, vous l'expliquez, par des lectures, mais aussi par des rencontres. C'est très important, les rencontres, et des voyages.
vous avez aussi beaucoup voyagé. C'est ça qui a nourri ce livre, Pierre Spilloy? Tout à fait. Alors, dans nos métiers respectifs... Je veux dire que vous n'êtes pas que des intellectuels. Non, c'est ça. En fait, justement, on va rencontrer des gens directement. On est à la fois engagés en société, puisque tous les deux, on est membres d'associations. Oui, on peut en parler. Et puis également, on a la chance en fait de voyager, de rencontrer effectivement d'autres cultures, d'autres personnes en fait qui ne pensent pas comme nous. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant dans ce livre. Les voyages, c'est un exercice pratique, j'allais dire, de la relation. Tout à fait. En tout cas, c'est une façon de s'ouvrir à la diversité, s'ouvrir à des mondes autres. Alors peut-être pas tous les voyages, justement. Il y a peut-être une méthode pour voyager et rencontrer l'autre. Parce qu'en fait, on peut voyager et rester dans des mondes connus, quoi, rester dans son hôtel, dans des choses, dans des codes dans lesquels on a l'habitude d'évoluer quelque part. Et c'est vrai que c'est une tension qu'on a dans les milieux de l'écologie. Voyager pollue, si j'ose dire. Et en même temps, c'est l'une des seules voies qui permet de comprendre l'altérité, quelque part. Alors, c'est un livre, il ne faut pas que vous le preniez mal, mais qui est rempli d'intentions. Vous avez parlé de concret tout à l'heure. Alors, vous remettez en question l'individualisme, on en a parlé. Vous dites qu'il faut renverser un monde dont vous ne voulez plus, suggérer une méthode. Là, je cite des phrases, pour s'engager dans la relation. Mais concrètement, comment ça se passe, ce type de... Après, au-delà du constat, ce type d'engagement que vous voulez susciter, comment ça se passe concrètement ? Concrètement, c'est surtout effectivement dans la deuxième partie du livre où on propose en fait des pistes pour rentrer en relation, justement prendre conscience de ce qu'on appelle par exemple notre vulnérabilité. Ouais. On cite par exemple une image, l'image du berger et son troupeau. Par exemple dans les Pyrénées. Ouais. Le berger, en fait, il est dépendant de son troupeau. Et comme il est dépendant en fait, du chien qui va finalement l'aider en fait, à réunir le troupeau. Et donc, c'est ça qu'on propose d'expérimenter concrètement. Et d'après nous, en fait, c'est dans ces expériences-là qu'on va réussir à amener la société vers un autre horizon. Je parlais de programme politique. Vous proposez pas, c'est pas un programme politique que vous proposez, mais en même temps, c'est une politique d'une manière. Enfin, c'est très politique. C'est un livre très politique dans ce sens-là. Mais ça peut aussi passer par l'associatif. Tout à fait. Il y a plein de méthodes d'action. Et voilà. Justement, notre livre, notamment la deuxième partie du livre, propose des concepts qui sont à la fois communs aux humains et aux non-humains. C'était très important pour nous d'essayer de dépasser l'anthropocentrisme quelque part dans une formulation d'un projet de société. Et finalement, les trois axes qu'on propose, la vulnérabilité, la rencontre et la justice, tout le monde finalement peut l'apporter à l'échelle de son association, de son village, à l'échelle éventuellement d'un mandat politique si besoin, dans une entreprise également. Justement, vous avez parlé de mots de justice, vous êtes juriste. Quel rôle on peut imaginer pour le droit et pour la justice? C'est important, vous en parlez beaucoup dans le livre, dans cette démarche vers l'écologie relationnelle. Moi, je pense qu'effectivement, c'est important de définir ce que c'est la justice, parce que c'est un concept très subjectif. Et là, je citerai peut-être un auteur bien connu qui s'appelle Aldo Leopold, qui dit que finalement, ce qui est juste, c'est ce qui préserve l'intégrité et la beauté de la communauté du vivant. Et je pense que c'est ça qui est au cœur du projet de l'écologie relationnelle. On met ça en amont, finalement, de toute action, de toute manière d'être au monde. Communauté du vivant, ça dépasse évidemment les humains, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi le règne animal, le monde animal, et même les plantes. Et je pense que ça va plus loin, c'est aussi, effectivement, le non-humain, c'est les animaux et les végétaux. Et je crois que même c'est les symboles. C'est-à-dire que c'est les récits collectifs qu'on accorde à des lieux, qu'on accorde à des espaces. C'est finalement ce sens qui fait le pont entre les générations qui étaient là hier et le sens qu'on a envie de laisser aux générations futures. Le mouvement des Gilets jaunes en France, comment vous l'avez compris, comment vous l'avez analysé? Parce que quand on lit votre livre, on y pense évidemment. Ouais. Je pense que moi, ce qui m'a marqué en tant que géographe, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'était une lutte spatiale sur une lutte sociale quelque part. Et ça montre à quel point finalement la trajectoire d'uniformisation dans laquelle on est plongé laisse des gens sur le côté, laisse des villages sur le côté, laisse des territoires sur le côté. Alors, la notion de territoire, vous en parlez beaucoup. Tout à fait. Le territoire est même un personnage du livre, je crois. Il est très présent, c'est la matrice. Et ce qu'on fait, c'est qu'on détruit finalement la richesse de l'habité. On détruit ce qui fait la poésie de nos vies. Pierre, j'allais dire, vous terminez sur votre livre s'achève sur ce clin d'œil poétique. Vous dites être un poète parmi les poètes, c'est-à-dire transformer le monde d'une certaine manière par la poésie. Tout à fait, tout à fait. Justement, en essayant de réenchanter finalement nos relations aux autres, parce qu'on ne se rend pas compte en fait de la richesse en fait qui nous entoure. Et c'est une formidable source d'innovation, une formidable source pour se mettre en avant justement. Merci à tous les deux. Merci Pierre Spilloy, merci Damien Deville. Donc pour retisser ces liens qui devraient sauver le monde, on peut l'espérer en tout cas, toutes les couleurs de la terre, aux éditions Tana. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce livre à quatre mains.